Bonjour à tous. Alors, je règle comme il faut et j'attaque. Le 18 juin 2021, il y a presque un an jour pour jour, Ryan Cruiser bat le record du monde du lancer de poids avec un jet à 23,37 m. Cette performance est exceptionnelle à différents niveaux. Le premier niveau, c'est que le précédent record du monde datait de 1990. C'est Randy Barnes qui, la même année, écope de 2 ans de dopage aux stéroïdes anabolisants. Donc cette performance est exceptionnelle car elle a été battue 30 ans après le précédent record du monde. La seconde caractéristique de ce record et de son caractère exceptionnel, c'est que Ryan Cruiser est un athlète qui mesure 2,01 m, 145 kg. Il partage sur les réseaux sociaux son entraînement. On le voit dépasser 300 kg en squat, tripler des barres à 220 en développé couché. Et au-delà de ça, pour 145 kg, on le voit réaliser des contre-mouvements de jump de près de 86 cm. Donc, c'est en partant de ce record du monde qu'on va essayer de se rendre compte que force maximale, puissance, force explosive sont interreliées pour produire finalement les meilleures performances au monde. Zatschorsky, en 2021, a condensé de nombreuses données du bloc de l'Est, peut-on dire, sur les lanceurs à 21 mètres. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand on enregistre la pression qu'exercent des lanceurs à 21 mètres, donc de très haut niveau mondial, sur la sphère de fonte de 7 kg, on se rend compte que ceux-ci expriment sur cette sphère une force de 50 à 60 kg. Ce sont des athlètes qui, en moyenne, réalisent plus de 220 kg au développé couché. Donc le lancer de poids se fait à une main. Si on divise par 2 la force au développé couché, je vous l'accorde, c'est biomécaniquement imparfait, mais c'est pédagogiquement adapté. On se rend compte donc qu'ils peuvent exercer 110 à 120 kg par bras. Or, pour lancer un poids à 21 mètres, il faut exercer à peu près la moitié. Il faut exercer 50 à 60 kg. Donc ce qui revient à dire, je vous le répète, c'est partiellement erroné puisqu'on ne tient pas compte du membre inf, mais c'est pédagogique. On se rend compte de la chose suivante, c'est que finalement, s'il nous faut 50% de force maximale pour éjecter une sphère de fonte à 21 mètres, eh ben, les 50% restantes sont où, finalement? Ce qu'il faut considérer, ce que nous donne Zatschorsky dans son étude, c'est que le temps pour déployer la force maximale en isométrie, on en reparlera tout à l'heure, c'est de 0,3 à 0,4 secondes. Or, le temps pour éjecter une sphère, le temps pour lâcher le poids, c'est 0,15 à 0,18 secondes. Donc là, on commence à avoir un début de réponse. A priori, les 50% restantes ne sont pas liées à la force maximale parce que l'éjection d'un poids ne permet pas l'expression de sa force maximale. Et vous retrouvez à peu près les mêmes chiffres. On ne peut pas exprimer plus de 50% de sa force maximale sur un lancer de poids qui finalement est trop court. Donc les autres 50% sont ailleurs. Et ils sont où? Ils sont très certainement dans l'expression de la puissance / la force explosive. On définira un petit peu plus précisément plus tard les deux termes. En attendant, revenons un petit peu sur des considérations pragmatiques. Dans un début de carrière, je suis assez d'accord avec Zatschorsky, développer la force maximale pour un athlète de force explosive comme un lanceur de poids, c'est extrêmement rentable. C'est un très bon rapport qualité-prix, si je puis dire, puisque passer de 70 kg à 130 kg au développé couché pour des gens de ce gabarit-là, c'est relativement facile. Je ne dis pas que c'est très facile, mais ça se fait assez bien. Et puis surtout, c'est extrêmement transférable et extrêmement facile à transférer dans la performance au lancer. Donc, en début de carrière, augmenter la force max semble être, en première intention, quelque chose de pertinent. Bien sûr, est-ce à dire qu'il ne faut jamais s'occuper d'autre chose que de la force max en début de carrière? C'est surtout pas ce qu'on dit. On dit juste que mettre un zoom à propos sur la force maximale en début de carrière, c'est très rentable. Par contre, dans un second temps de carrière, alors il faudrait définir ce que c'est un second temps, passer de 130 à 190 kg au développé couché, donc là, faire évoluer de 60 kg, c'est une autre paire de manches. Et là, si je puis dire, le rapport qualité-prix est plutôt négatif. Hein. Ce n'est pas facile, c'est même très compliqué. Donc, dans un second temps de carrière, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, là, plutôt zoomer sur le développement de la force explosive et de la puissance? Donc là, j'ai raisonné à l'échelle d'une carrière. Est-ce qu'on ne peut pas passer de cette échelle de temps d'une carrière à une échelle
plus courte de temps à une échelle d'une saison. On peut faire à peu près, de mon point de vue, le même constat. En début de saison, zoomer sur la force maximale, je remets Ryan Crouser qui triple 220 au coucher, donc un 3 RM, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ça exprime de la force maximale. Est-ce que augmenter la force maximale en début de saison, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent pour qu'après, en seconde partie de saison, on puisse développer sa force explosive, sa puissance. J'ai mis un petit point d'interrogation, hein. On en reparle tout à l'heure de la différence entre les deux termes. Là, on revoit Ryan Crouser faire des contre-mouvements de jump. On peut aussi tirer de sa préparation des arrachés fentes un peu particuliers à 130 kg. Bref, des mouvements tirés de l'haltéro. Est-ce que ça ne serait pas pertinent aussi de dupliquer, je résume, à une échelle de carrière, force max, zoom force explosive, à une échelle temporelle d'une saison, début de saison, zoom force max, suite de saison, zoom force explosive puissance. Alors, je parle de la puissance, on va la définir très rapidement. La puissance, tout le monde répète que c'est le produit de la force par la vitesse. En langage de terrain, ça fait du sens, parce que tout le monde voit ce que c'est la force, tout le monde voit ce que c'est la vitesse. Si on veut un petit peu faire savant, la puissance, c'est le travail divisé par le temps. Le travail étant le produit de la force sur une distance. Et comme la vitesse, c'est d sur t, distance sur temps, ben en trifouillant l'équation, on arrive à passer de travail divisé par temps, ce qui ne veut pour moi absolument rien dire sur le terrain, à quelque chose de compréhensible sur le terrain. Puissance et force par vitesse. J'ai remis un petit peu l'historique, on va dire, mathématique, mais tout le monde est d'accord pour dire que force fois vitesse, c'est puissance. Mais si on veut être un petit peu tatillon, c'est travail divisé par le temps. Alors, le problème de cette puissance, c'est que quand on se retourne vers la recherche scientifique, quand on veut savoir à quelle charge, à quel pourcentage de RM on exprime son max de puissance, les chercheurs nous mettent dans l'embarras parce que la littérature scientifique nous indique les valeurs suivantes. 30 à 70% de 1 RM, donc du simple au double, autant nous dire de nous débrouiller. Et je plaisante, hein, évidemment. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut difficilement copier-coller la recherche pour nous donner individuellement à chacun de nos athlètes sur tous les exercices le pourcentage de 1 RM correspondant à Pmax, puissance max. Qu'à cela ne tienne, on a maintenant, grâce aux appareils ambulatoires qui fonctionnent vraiment bien sur le terrain, la possibilité d'enregistrer la vitesse. Ici, regardez le petit boîtier en bas à droite, qui est relié par un fil à la barre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les capteurs de vitesse filaire, donc avec des fils, sont infiniment plus fiables que les capteurs sans fil, ce qui est un petit peu contre-intuitif, mais qui est une réalité. Donc, si on a le poids de la barre en kilogrammes, le capteur filaire qui mesure la vitesse, si j'indique dans mon iPad la charge, il mesure la vitesse, pif, paf, pouf, on a la puissance. Donc, si on fait un test d'augmentation de la charge et on mesure la puissance en parallèle, on obtient individuellement, pour chacun de nos athlètes, l'expression de Pmax, là en squat. Donc voilà, on peut donc dire, mon athlète A, il exprime Pmax en squat à 55% de 1 RM. Par contre, en développé couché, c'est 62%. À l'épaulé, c'est 70%, etc., etc. Donc là, sur le terrain, on a des solutions, on a résolu le problème, si je puis dire, pour obtenir Pmax d'une manière concrète sur le terrain, grâce aux technologies maintenant applicables sur le terrain. Je vous donne une autre application du VBT, du Velocity Based Training. Lorsque j'ai travaillé pour la fédération handisport, pour l'équipe paralympique de développé couché, on m'a demandé d'apporter le VBT dans leur préparation. Donc on a testé tous les athlètes de l'équipe nationale. Ici, Rafik réalise 195 kg au développé couché. Vous voyez, donc il est paraplégique, hein, pour remettre en perspective. Il tire en moins de 88 kg. Qu'est-ce qu'on a fait? On a accroché un capteur. Là, vous ne le voyez pas, il est collé au poids de l'autre côté. Et on a fait la mesure de la vitesse sur toutes les étapes du test. Donc, vous avez ce petit tableau tiré de mon tableur, tout simplement. Donc, on a ici
la charge qui augmente, ça, c'est un test de 1RM, hein, rien de foufou, jusqu'à ce jour-là, 195 kg pour son 1RM. On a ici la vitesse maximale propulsive. Là, j'ai pris quelque chose, une sous-variable qui exclut la décélération de fin de concentrique, hein, mais peu importe. Exprimé en mètres secondes, on a la vitesse exprimée en mètres secondes tout au long de ce test. Ensuite, là, j'ai mis une petite formule qui transforme tout ça en pourcentage de 1RM pour ce test-là. Ici, je l'ai exprimé sous forme graphique. En abscisse, les kilogrammes du test. En ordonnée, la vitesse. On a la corrélation linéaire qui est extrêmement satisfaisante, je trouve, presque 96,96. Je ne vais pas rentrer dans le R carré, ce n'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire la chose suivante. La relation charge-vitesse, elle a deux caractéristiques qui sont hyper intéressantes pour nous sur le terrain. La linéarité, on le voit là, et la stabilité de la relation dans la carrière d'un athlète. Je m'explique. Rafik, à 195 kg au coucher, il exprime 82% de 1RM à 0,40 mètres secondes. Rafik, à 190, un an avant, c'est la même chose. Rafik, dans le futur, à 200, c'est la même chose. En fait, la relation charge-vitesse, pour ce qu'on en sait actuellement sur le terrain, elle est stable dans le temps. Donc, quand on l'a fait une fois, a priori, sauf si l'entraînement devient complètement différent d'un point de vue de la relation charge-vitesse, on a à notre disposition quelque chose d'hyper stable dans le temps. Formidable. À quoi ça nous sert? JO de Tokyo, Jeux paralympiques de Tokyo. On a Axel qui devient vice-champion paralympique avec 165 kg au développé couché. Il triple son poids de corps. Notez bien qu'il est deuxième vice-champion paralympique à égalité de charge avec Dimitrios, d'accord? Je vous ai remis le tableau d'Axel quand je l'ai testé en VBT. Et pourquoi c'est hyper pertinent de faire ce qu'on a fait? Parce que, en fait, il est devenu champion paralympique grâce à l'aspect stratégique. Quand on fait la même charge, celui qui passe devant l'autre, c'est celui qui a fait sa barre avant, ou dans un nombre d'essais le plus court possible. Donc, en s'appuyant sur la relation charge-vitesse, eh bien, on peut choisir sa première barre plus pertinemment. Pourquoi? On est à l'échauffement hors du plateau de compétition. Il est en train de s'échauffer, il monte la barre, il monte le pourcentage de 1RM, et admettons qu'à 93%, il ne soit pas à 0,16 comme d'habitude, il soit à 0,14 ou 0,15. Qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur, il peut prendre le risque de dire on tape la première barre plus haut que ce que j'avais prévu parce que, d'une manière prédictive un petit peu, eh ben, on est en avance. Ou de l'autre côté, on est en retard. Et comme là, ça va se jouer pas sur la charge, la médaille d'argent, ça va se jouer sur la vitesse à laquelle vous la faites, vous la réussissez, la barre. Voilà une application du VBT extrêmement pointue pour du très haut niveau mondial, mais qui montre le spectre qu'on peut apporter grâce aux outils VBT qui sont maintenant fonctionnels et ambulatoires et à des prix qui sont quand même abordables. Donc on a bien parlé de la puissance, je vous ai dit tout à l'heure, force explosive, puissance, j'utilisais les deux termes d'une manière interchangeable. Dans les faits, la puissance, on l'a définie, tout le monde la comprend bien. La force explosive, c'est la capacité à déployer une force la plus importante possible en un minimum de temps, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Regardons ici l'enregistrement d'une flexion de genou en isométrie. C'est bien ça le problème. Enfin, c'est bien ça le problème. C'est bien ça la réalité. Vous voyez ici, il y a un capteur. OK. Le kiné, parce qu'il a une blouse blanche, je vous ai un kiné. Le kiné fait exercer une pression en flexion de genou. Et puis le capteur capte la pression. Et là, le RFD, le Rate of Force Development, la capacité à exprimer la force la plus grande possible, eh ben, elle est là. Et on se rend bien compte que plus la pente est pentue, si je puis dire, plus vous exprimez votre force rapidement. On est bien d'accord, ici, c'est plus court qu'ici. Donc, là, on a quelque chose de fantastique sur le terrain. On a une pente, mais cette pente, et je vais terminer ma présentation là-dessus, cette pente, il faut la rechercher, il faudrait travailler pour que cette pente soit le plus proche possible de la verticale. Le problème, il y en a plusieurs. Ça marche qu'en isométrie, a priori. Il y a une histoire de fréquence d'échantillonnage. Christophe et JB vont nous en parler. Et surtout, faire ça sur du monoarticulaire dans l'exemple que je présente, ce n'est pas si évident que ça d'un point de vue de la notion polyarticulaire qui est au cœur des mouvements sportifs.
Donc, on en arrive à faire ce genre de choses. Par exemple, en isométrie, on accroche notre capteur ici, qui est relié au sol. Et on fait la même chose, on tire comme un fou sur une charge qu'on ne peut pas déplacer, et on se retrouve à mesurer notre courbe de RFD. Plus elle est pentue, mieux c'est. Maintenant, sur le terrain, je vais terminer là-dessus, avoir une courbe plus ou moins pentue, c'est fantastique, mais moi, sur le terrain, je ne suis pas capable, dans la réalité de mon métier et de mes moyens, qu'est-ce que je fais de ce RFD? Pour l'instant, moi, je ne suis pas capable de le mesurer fidèlement. En plus, je ne vous raconte pas le bazar d'installation logistique. Il faudrait que j'ai systématiquement mon capteur toujours branché. Si j'ai plus d'un athlète à la fois, j'y arrive pas. Donc, je vais terminer là-dessus d'une manière un peu caricaturale. Finalement, on en est, à l'heure actuelle, je pense, à mesurer la force max d'une manière tout à fait facile et pertinente, la puissance aussi. Mais la dernière partie, la dernière arête du triangle, la force explosive, l'explosivité, le RFD, pour l'instant, je suis un petit peu démuni, donc je me tourne vers mes collègues qui vont prendre la parole aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, maintenant, sur le terrain pour compléter et mesurer la force explosive? Je vous remercie.